Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h16, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Emmanuel Vargon, ministre délégué chargé du logement. Bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour Patrick Roger, bonjour Cécile. Les factures pour se loger et se chauffer explosent. Quelle solution? Où en est-on de la rénovation énergétique? Est-ce que la France traverse ou pas une crise immobilière, des HLM à l'achat des maisons et des appartes? La promesse envolée d'Emmanuel Macron aussi d'un choc de l'offre, c'était en 2017. La campagne, les nouvelles promesses, autant de questions que nous allons aborder. Mais alors commençons quand même par le SOS. Là. Ce message d'alerte dans les HLM, les factures de chauffage au gaz donc qui flambent, 400 à 800 euros parfois par an de plus pour certains ménages. Le bouclier tarifaire qui a été mis en place par le Premier ministre Jean Castex ne les concerne pas directement. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place ce bouclier tarifaire qui concerne tous les gens qui ont un abonnement individuel, électricité ou gaz. Là, c'est du collectif. Mais c'est vrai que dans le collectif, il y a du chauffage collectif au gaz. C'est vrai dans les HLM, c'est vrai dans les copropriétés. Et ce chauffage collectif, pour l'instant, il n'est pas couvert par ce bouclier tarifaire. Ce que je peux vous dire ce matin, c'est que le gouvernement s'engage à couvrir les copropriétaires dans les copropriétés et les locataires dans les HLM. On est en train de chercher la meilleure manière de le faire. Les annonces seront faites dans les prochains jours. Mais en tout cas, on ne les laissera pas sans solution. Ça, c'est un engagement très fort que je prends aujourd'hui. Nous allons élargir pour couvrir ceux qui aujourd'hui ne sont pas couverts. C'est évidemment un souci d'équité. Je rappelle que grâce à ce bouclier, le gaz n'augmentera que de 4% pendant toute la période hivernale, alors qu'il augmente de 60 à 100, 120% partout ailleurs en Europe. Donc c'est une couverture très forte et il faut pouvoir couvrir aussi les locataires des HLM et les copropriétaires qui sont dans du chauffage collectif. Alors ça pourrait prendre quelle forme? Est-ce que ça pourrait être l'équivalent d'un chèque énergie de nouveau sur la TVA et ce sera en direction des bailleurs sociaux, par exemple pour les HLM ou des locataires? On y travaille depuis une quinzaine de jours, d'ailleurs en étant en discussion avec les représentants des copropriétés du monde HLM. Là, on est vraiment en train de chercher les différentes solutions. On cherche la solution la plus simple et la plus rapide à mettre en place. Je ne peux pas vous dire ce matin comment on va faire parce qu'il y a encore 2 ou 3 options sur la table. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va le faire. Oui. Je m'engage, et c'est vraiment dans les jours qui viennent, à ce que nous proposions une solution opérationnelle qui couvrira HLM et copropriétaires. Et copropriétaires aussi, dans le privé comme dans le... Oui, c'est pas une question de qui est le propriétaire, que ce soit un organisme HLM ou que ce soit des copropriétés. Oui. La différence, c'est chauffage individuel, on est couvert au collectif et on le sera. Oui, ça a été une petite erreur finalement dans la façon de présenter le mécanisme que vous aviez mis en place, puisque c'était sur de l'individuel. Si vous voulez, on a cherché depuis le début des mécanismes de protection. Et vous savez, on vit des crises inédites les unes après les autres. Et cette crise d'augmentation du prix de l'énergie, elle est sans précédent. Le gaz n'a jamais augmenté de 300% en 18 mois, hors de cette période. Donc on a paré avec la solution la plus simple qui était de travailler sur les tarifs. Ces alertes nous sont arrivées et on gère en permanence des alertes et des améliorations. Là, il y a une amélioration à apporter. Il y a une forme de trou dans la raquette et on va le combler pour faire en sorte que tout le monde soit couvert. Donc on est toujours en train d'être sûr que ce que nous faisons est efficace et que surtout ça couvre bien tout le monde. D'ici une dizaine de jours à peu près. C'est quelques jours, oui, c'est vraiment quelques jours. Quelques jours, mais en tout cas c'est en cours, c'est ce que Exactement, vous dites. Exactement, c'est en cours et surtout ça sera fait. Ouais. Je voudrais rassurer les locataires de HLM et les copropriétaires, ça sera fait. Oui. Et les bailleurs sociaux aussi qui ont passé un message alerte en disant là on ne peut plus. Oui, ils nous ont alertés et depuis cette alerte on l'a prise très au sérieux. Voilà, on est en train juste de chercher la bonne solution technique. Oui. L'un des points clés aussi c'est la rénovation énergétique et les aides du gouvernement via par exemple MaPrimeRénov'. Où en est-on? Combien de dossiers déposés à ce jour? Alors je suis très heureuse d'être là ce matin parce qu'on a enfin dépassé le 1 000e dossier MaPrimeRénov' déposé là au début de la semaine. MaPrimeRénov', on l'a lancé le 1er janvier 2020, donc il y a un tout petit peu plus de 2 ans. À peu près 200 000 dossiers déposés en 2020, 750 000 en 2021, donc 200 plus 750 000, ça fait 950 000. Donc on se disait on va bientôt atteindre le million et ça y est, on a eu légèrement plus d'1 million. Le 1 000e dossier a été déposé en début de semaine. 1 million de personnes qui ont décidé de faire des travaux chez eux et qui ont demandé MaPrimeRénov'. Et on a maintenant un peu plus de 500 000 dossiers payés, c'est-à-dire des gens qui sont allés au bout, qui ont vraiment fait les travaux, qui ont demandé la prime et qui l'ont eu. Oui, c'est ça. Dossier déposé veut dire aussi dossier accepté ou pas? Alors, entre déposé et accepté, il y a toujours un petit décalage. Oui, c'est ça. D'abord, il y a le temps de traitement. Forcément, il y a quelques semaines entre le moment où vous déposez et le moment où vous avez la réponse. En général, c'est 2 semaines. Et puis après, il y a
quelques dossiers qui ne sont pas dans les clous. C'est normal, vous déposez un dossier et en fait, vous n'êtes pas éligible. Donc l'année dernière, on avait 750 000 dossiers déposés et 660 000 dossiers acceptés. Donc vous voyez, c'est l'ordre de grandeur. Oui. Qui a droit alors à cette prime rénov pour rappeler, parce que c'est quand même un petit peu compliqué dans les démarches. Alors ma prime rénov, c'est ouvert à tout le monde, à tous les Français, à tous les propriétaires. Que vous soyez propriétaire occupant, donc vous habitez chez vous, ou propriétaire bailleur, vous mettez en location une maison ou un appartement, vous y avez droit. Après, quand vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez ma prime rénov assez basse. Et quand vos revenus sont modestes ou très modestes, vous avez ma prime rénov plus haut. Donc c'est normal, on aide plus ceux qui en ont le plus besoin. Et après, si vous voulez juste remplacer une chaudière par une chaudière gaz, vous allez être moins aidé que si vous voulez la remplacer par un poêle à granulés, par une pompe à chaleur qui est plus écologique. Donc ça dépend aussi des travaux que vous faites. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire c'est 2 000 euros, c'est 5 000 euros. C'est lié beaucoup aux revenus. Il y a 4 catégories de revenus et c'est lié aux travaux. Et est-ce que c'est évidemment aussi lié parce qu'on parlait en fait des locataires tout à l'heure, et notamment dans le domaine privé, il y a le domaine public, mais dans le domaine en fait privé, est-ce que ces aides sont possibles aussi pour des propriétaires? Absolument, c'est très important. On l'a ouvert l'année dernière. Ces aides sont ouvertes pour les propriétaires qui mettent en location. Parce que sinon, on est dans un espèce d'angle mort bizarre où c'est le locataire qui a froid parce que son logement dans lequel il vit tous les jours est mal isolé, et c'est le locataire qui a des factures de chauffage très importantes. Et puis le locataire ne peut pas faire les travaux parce que les travaux, c'est du ressort du propriétaire. Et le propriétaire, finalement, il n'a pas tellement d'intérêt à faire des travaux vu que ce n'est pas sa facture qui va bouger. Et il n'y avait pas d'aide aux propriétaires ou très très peu. Donc là, on l'a ouvert. Donc tous les propriétaires peuvent avoir accès à ma prime rénov. Bon, après, ça dépend aussi des copropriétés, mais ça, c'est plus technique. Alors, bien on souvent. a même ouvert ma prime rénov copropriété. Non, vous avez raison, c'est très important. Et avant, vous aviez une copropriété, mettons, je sais pas moi, 70 lots, 70 appartements, il fallait faire 70 fois un dossier. Aujourd'hui, vous avez une copropriété, un dossier. C'est le syndic qui fait le dossier, c'est la copropriété qui a l'aide, et après ça se déduit de la facture de chaque copropriétaire. Donc on l'a beaucoup simplifié et ça démarre bien maintenant dans les copropriétés. Et la rénovation, encore un mot sur la rénovation énergétique dans le parc du logement social, parce que les passoires, elles sont souvent dans le logement social. Comment ça va fonctionner ? Alors, on en a un petit peu moins en réalité dans le logement social que dans le logement en général, puisque c'est 17-18% des appartements et des maisons qui sont vraiment ce qu'on appelle des passoires thermiques, c'est-à-dire quand vous chauffez l'extérieur. C'est plutôt 14% dans le parc HLM. Ah bon ? Alors, on n'a pas visité les mêmes appartements, mais bon... 14%, il en reste, si vous voulez. Les HLM, c'est 6 millions de familles. Non, mais quand vous parlez aux bailleurs et en fait à l'ensemble, il en reste énormément. Donc on a mis 500 millions d'euros dans le plan de relance pour financer, subventionner les HLM. Eux-mêmes mobilisent leur argent et leurs fonds propres. Et puis après, dans certains cas, c'est vraiment des logements qui sont en très mauvais état. Ils rentrent dans les programmes de rénovation urbaine. Et dans certains cas, on va même jusqu'à démolir et reconstruire. Mais les bailleurs sociaux se sont engagés eux-mêmes à avoir terminé les travaux dans toutes les passoires thermiques d'ici, il me semble, 2026. D'accord. Bon, donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour eux. Ça bosse et ça fait du boulot pour les entreprises du bâtiment. Je peux vous dire que ça tourne. Espérons que ces promesses seront tenues, parce que la promesse. Vous savez qu'on a interdit la location des passoires thermiques, les pires à partir de 2025, et ça va s'appliquer aussi aux bailleurs sociaux. Là, il y a beaucoup pour tous les professionnels de l'immobilier, il y a des tractations qui sont en cours, parce que sinon, tout ne sera pas possible, en fait. Si vous voulez, l'interdiction en 2025, c'est vraiment les pires. C'est les G, c'est les étiquettes les plus consommatrices. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit pas mal de transactions sur ces biens en ce moment. Et c'est assez intéressant parce que ça veut dire que les propriétaires les vendent et que les personnes qui les achètent vont faire les travaux quand elles achètent, que ce soit pour mettre en location ou pour habiter. Et donc ça veut dire qu'au contraire, ça sera une opportunité peut-être d'acheter un peu moins cher parce que forcément, il y a des travaux à faire et de faire les travaux. La promesse du choc de l'offre d'Emmanuel Macron en 2017, elle s'est envolée. Il n'y a pas eu suffisamment de construction de logements neufs, et puis aussi dans le parc HLM. C'est ce que disent aussi des... Pourquoi cet échec ? Quand on fait le bilan, on regarde les chiffres. Et là, on a regardé les chiffres évidemment avec attention. Finalement, on a plus de permis de construire en valeur absolue, à peu près 2,2 millions dans ce quinquennat, qui a quand même eu la crise Covid, l'arrêt total des permis de construire, etc., que dans le quinquennat précédent. On est 100 000 au-dessus. Donc finalement,
l'offre, elle s'est bien développée et elle s'est développée plus que dans la période précédente, malgré la crise. Non seulement on a repris un rythme qui va bien, mais surtout on a rattrapé le retard. Donc ça redécolle, on l'a vu. Ça redécolle vraiment bien. Ouais. Mais et ça du arrive coup, en fin de quinquennat. Et on se bat jusqu'au bout. Chaque jour compte, chaque mois compte, jusqu'au dernier quart d'heure. Oui, oui. C'est la réglementation qui était peut-être trop complexe et vous n'avez pas réussi encore aussi à aller, notamment la réglementation environnementale et beaucoup d'autres. Alors, on a simplifié un certain nombre de réglementations, mais c'est vrai que la réglementation, c'est un combat permanent et puis que le logement a aussi besoin d'être écologique. C'est-à-dire, on parlait de rénovation, la qualité de la construction. C'est aussi important qu'on prépare du logement pour les générations futures. Mais c'est vrai que la réglementation, on peut encore y travailler. Oui, bon, c'est vrai. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment quand même aussi, dans toute cette crise du pouvoir d'achat, qu'on n'en parle pas suffisamment d'ailleurs dans la campagne électorale, que c'est l'immobilier, le logement. Souvent, c'est le premier poste en fait pour beaucoup en fait de ménages et de plus en plus. Et là, vous n'avez pas réussi à limiter les prix. Alors moi, vous savez, bien sûr, je pense que le logement, c'est un sujet très important. C'est 20% du budget des ménages. C'est votre deuxième pot. Exactement, en fait, c'est là où vous vivez, c'est votre cocon, c'est là où vous vous retrouvez. Le logement était encore particulièrement important pendant la crise Covid, puisque évidemment on a tous passé beaucoup plus de temps chez nous que dans une période normale. Ouais. Et puis voilà, 20% des dépenses des Français. Donc c'est un sujet... C'est le minimum ça en plus. C'est en moyenne. C'est en moyenne. Hein. Vous prenez le budget moyen, vous arrivez à peu près à 20% de dépenses. Donc oui, c'est extrêmement important. Sur les prix, c'est aussi pour ça que moi je suis finalement favorable à l'encadrement des loyers. On a d'ailleurs accepté de le réouvrir, donc on a des collectivités nouvelles qui vont y rentrer, je pense au Pays Basque par exemple, qui est face à une crise. C'est aussi pour ça qu'il faut construire, c'est aussi pour ça qu'il faut construire de façon un peu innovante. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'appelle le bail réel solidaire. Alors je suis désolée parce que dans le logement, c'est un peu... on commence vite avec des cycles. Vous achetez en fait juste les murs, mais pas le terrain. Ça vous permet d'acheter à peu près à la moitié du prix du marché. C'est porté par un organisme solidaire. Et ça permet de faire de l'accession à la propriété différemment, beaucoup moins cher pour des jeunes, pour des gens qui s'installent. Donc on a encore plein d'innovations à apporter pour lutter contre les prix chers dans le logement. Oui, alors parmi les propositions des candidats, alors il y a 700 000 logements par exemple sociaux pour Yannick Jadot et de son côté, lui, Éric Zemmour ne veut plus il veut revoir les lois en fait sur la réglementation pour les logements sociaux dans les communes, quoi. Hein. Faire sauter en fait un peu. Le logement social, c'est dingue comme ça polarise en réalité. Moi, je soutiens très fortement le logement social. On en a besoin. C'est le logement des ménages modestes. C'est aussi le logement des classes moyennes. C'est-à-dire, si on en avait suffisamment, 70% des Français pourraient prétendre à demander un logement social. Donc, on voit qu'on a besoin d'en construire plus et on a besoin d'en construire partout. Éric Zemmour, il utilise ça pour stigmatiser les étrangers, les Français qu'il n'aime pas, les gens dont il veut plus. Et s'il pouvait éradiquer les banlieues, c'est ce qu'il ferait. Non, mais il dit aussi qu'il y a une surreprésentation des immigrés dans les logements HLM. Non, mais 80% des locataires des HLM sont français. Donc 31% immigrés, en fait. Hein, c'est ça, dans les HLM. 31, non ? Alors, 31% des immigrés sont dans des HLM. Moi, les chiffres que j'ai, c'est 80% des locataires des HLM sont français. Voilà, c'est ça, sont français. Et puis ensuite, il y a les 20%. Et bon, c'est 31% des immigrés par ailleurs qui sont dans ces HLM. Ces chiffres avaient été vérifiés. Autre chose, des HLM qui sont devenus une terre d'islamisation du pays, dit Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous lui répondez ? En fait, Éric Zemmour, il voit l'islamisation et l'islam partout. Et il voit ce sujet comme la seule clé de lecture des problèmes de la France. Dans certains quartiers de logement social, on a d'abord des questions de pauvreté parce que on a beaucoup de ménages qui sont en situation difficile. Quand on retravaille avec la politique de la ville, on détruit dans certains cas des ensembles, que ce soit d'ailleurs des logements sociaux ou des copropriétés qui sont en très mauvais état, et on reconstruit en essayant de reconstruire différemment et aussi en essayant de proposer à des populations nouvelles de s'installer. Donc, pour moi, il ne faut pas confondre une question sociale et une question d'identité. Pour moi, c'est d'abord une question sociale. Elles sont liées, c'est le travail sur la lutte contre les inégalités qui est important. Vous ne pouvez pas le nier, c'est lié bien souvent. En fait, des zones de non-droit, des zones où il y a du trafic de drogue, des zones, je vous invite à lire en fait ce livre Défense d'entrée dans ces quartiers prioritaires, où c'est invivable aussi pour les gens qui sont sur place. Non, mais bien sûr qu'il ne faut pas être dans le déni. Ouais. Bien sûr qu'on a des quartiers qui cumulent des problèmes de pauvreté, des problèmes de drogue, des problèmes de trafic, des quartiers dans lesquels il faut faire respecter
respecter la Oui, il y a promesse un basculement de républicaine. population. D'ailleurs, c'est France Stratégie qui le dit. Des quartiers dans lesquels il faut que la police puisse être présente et puis qu'elle fasse respecter le droit. Des quartiers dans lesquels il faut que l'école soit au rendez-vous parce que c'est l'école qui permet l'égalité des chances entre tous. Donc dans ces quartiers-là, c'est pour ça qu'on a remis beaucoup d'argent sur la politique de la ville, sur la rénovation urbaine. On avait 5 milliards d'euros au début du quinquennat, on est à 12. Et effectivement, ça n'est pas qu'une question d'urbanisme, c'est aussi une question de sécurité, c'est aussi une question d'école, c'est aussi une question de lutte contre les trafics. Et vous savez, le gouvernement est très ferme sur ce sujet. Oui. Un mot sur la sortie de Yannick Jadot qui continue de faire parler un petit peu, qui a qualifié Éric Zemmour de juif de service pour les antisémites. Moi, ce qui me semble, c'est que Éric Zemmour libère la parole de haine contre les étrangers, contre les musulmans, contre tous ceux qui ne sont pas des, entre guillemets, bons français. Et cette parole de haine, en général, elle finit par charrier de l'antisémitisme. Et quand Éric Zemmour questionne la culpabilité ou pas du capitaine Dreyfus, sujet qui était clos en France depuis bien une centaine d'années, quand Éric Zemmour reparle de Vichy en remettant en cause le rôle de Vichy dans l'extermination des Juifs, finalement, il libère une parole antisémite. Donc la question, c'est pas l'identité d'Éric Zemmour, ça je pense que c'est une formule déplacée de la part de Yannick Jadot. Ouais. Mais Éric Zemmour, dans son discours, en réalité, il libère non seulement la haine de l'étranger, mais il libère l'antisémitisme. Ouais, et donc, mais alors vous n'êtes pas d'accord quand même avec ce qu'a dit Yannick Jadot? Non, c'est ce que je vous dis, je pense que sa formule est totalement déplacée. Mais il est vrai que Éric Zemmour contribue à libérer un antisémitisme latent dans le pays. Pourquoi il libère l'antisémitisme? Je comprends pas. Pourquoi? Parce que quand il... C'est autre chose que de parler en fait de Vichy, même si évidemment on peut contester ce qu'il a dit, mais c'est autre chose. C'est pas forcément libérer l'antisémitisme. Mais parce que dès que vous avez un discours dans lequel vous classez les Français en deux catégories, les bons Français et les Français qui en fait ne devraient pas être français. C'est vous qui le dites. Hein. Mais quand il explique que les Français musulmans ne peuvent pas vraiment s'intégrer et être des Français comme les autres parce que le simple fait d'être musulman, ça vous empêche d'être dans la communauté nationale. Même s'il ne parle pas des Juifs, en réalité, très vite, ce discours appliqué aux musulmans s'applique aussi aux Juifs. Donc, en ce sens, il libère une parole de catégorisation. On lui posera la question, c'est une interprétation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Votre lecture. Merci Emmanuelle Vargon, qui était notre invité ce matin, ministre en charge du logement.